Bonjour et bienvenue dans Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variés. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode en compagnie d'une personne à qui j'ai proposé de participer et qui a tout de suite accepté. Sonia, qui est naturopathe, s'est reconvertie dans la naturopathie après avoir eu un parcours différent et ça l'a sûrement aidée. J'ai voulu faire ma curieuse et en découvrir un petit peu plus sur cette médecine non conventionnelle qui est pourtant en plein essor et ayant des réels avantages pour la santé. Donc bienvenue Sonia. Bonjour. On n'est pas côte à côte, mais c'est comme si, on va dire qu'on est à distance. On s'excuse d'avance pour les petits désagréments sonores éventuels, mais normalement, ça devrait être bon. Sonia, tu es naturopathe actuellement depuis combien de temps ? Donc en fait, j'ai, on va dire, validé ma formation en décembre là. Je suis, on va dire, en train de chercher un thème pour mon mémoire à valider pour le mois d'avril. J'aimerais effectivement écrire plutôt sur le thème des maladies, on va dire, chroniques. Tout ce qui touche autour du système digestif, ça peut être la colopathie ou des choses comme ça. Savoir quelle est la part entre l'émotionnel et l'alimentation aussi. Qu'est-ce qui va le plus impacter en fait dans ces mots-là ? On en entend de plus en plus parler. De ce que j'ai pu comprendre et de ce que je connais, en gros, c'est une médecine non conventionnelle qui est surtout préventive à maintenir ou rétablir la santé par des moyens entièrement naturels, avec différents axes, la capacité d'auto-guérison à chacun, et puis suite à un diagnostic, utiliser peut-être des plantes, des réflexes ou des habitudes alimentaires, de voir comment les personnes fonctionnent au niveau psycho-émotionnel et comprendre un peu mieux comment peut-être résoudre des problèmes de santé ou anticiper des problèmes. Oui, ça peut effectivement amener à rééquilibrer certains déséquilibres, justement en remplaçant, alors j'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, je ne suis pas contre la médecine allopathique. D'ailleurs, je dis toujours que quand il y a le feu, il faut appeler les pompiers. Voilà, après, comment juste au quotidien pouvoir quand même avoir une hygiène de vie correcte et pas tomber justement dans des déséquilibres. C'est vrai que la naturopathie, elle peut venir en prévention ou en renfort après quand il y a des mots qui sont bien installés. Ouais. Et est-ce que par exemple, quelqu'un qui entend des conseils d'une naturopathe sur Internet doit bien comprendre que c'est pas forcément vrai pour lui ? Tu as sûrement des conseils à adapter en fonction de la personne et des pathologies. Ah oui, moi je suis d'accord. Moi la première, depuis 2014, on va dire, j'ai fait la rencontre avec un naturopathe. Avant, j'avais fait moi-même des recherches sur Internet, éventuellement ce que je pourrais faire moi-même. Puis en fait, c'est quand même toujours mieux d'être accompagné. Et puis en plus, ça permet d'exposer ce qu'on vit. Lui, en face de nous, il va réagir. Il va y avoir une interaction. On va plus être seul avec ce qu'on vit, quoi. C'est quand même un accompagnement qui est important aussi, hein. Il y a beaucoup, je pense, de désinformation en matière d'alimentation aujourd'hui. On est face, on va dire, une désinformation massive sur les réseaux sociaux, sur l'actualité, sur les médias. Et parfois, on se dit, tiens, je vais enlever ci, je vais enlever ça. Or, c'est souvent pas du tout la bonne solution de traiter le problème. Mais en tout cas, toi, qu'est-ce qui a fait que tu es devenue naturopathe ? Comment tu t'es formée à la naturopathie ? Pourquoi maintenant et pas avant ? En fait, j'ai eu des soucis de santé qui m'ont quand même mené à la naturopathie, on va dire à consulter un naturopathe. Petit à petit, j'ai quand même eu envie aussi, moi, de me plonger réellement, on va dire, d'en savoir encore plus. En 2016, j'ai accouché de mon premier enfant. Suite à ça, j'ai eu une grosse remise en question, grosse fatigue physique. Voilà, j'étais à l'époque professeur de piano, donc je suis toujours d'ailleurs professeur de piano. C'est vrai que la musique a quand même des effets thérapeutique. J'ai quand même dû mettre de côté la musique parce que voilà, c'était relié à plein de choses. Il a fallu que je fasse aussi une coupure nette. J'avais vraiment besoin de faire autre chose. Tu as fait une sorte de burn-out, c'est ça ? Ouais, vraiment, le corps a lâché complet, le corps, la tête, tout. J'ai laissé poser les choses et quand je me suis sentie un peu plus remise sur pied, on va dire, je me suis dit, je vais me former aussi à la naturopathie pour aussi, voilà, je trouve que c'est un moyen de transmettre son vécu en tant que thérapeute. Je trouve que c'est important aussi de transmettre ses valeurs. Ensuite, sûrement aider d'autres personnes à travers les aides, toi aussi, que tu as pu recevoir. La naturopathie est venue quand même bien aider après ton burn-out. Est-ce que c'est la seule chose que tu as entrepris ? J'ai aussi entrepris une psychanalyse. Le burn-out, ça a quand même une part psychosomatique. Et psychosomatique, ça ne veut pas dire que le mal est imaginaire. Attention, hein, il part d'un problème psychique, mais l'organe est vraiment touché. Hein. J'ai toujours été intéressée par la naturopathie. J'ai jamais rencontré de naturopathe pour moi, mais je m'étais intéressée pas mal quand même aux habitudes
qui sont conseillées. Et c'est vrai que ça m'apparaissait un petit peu comme pas rigide, mais avec des règles. Toi, de ce que tu m'as dit, tu as une façon différente d'aborder les choses et tu ne suis peut-être pas les cours, on va dire, stricto sensus comme on t'a appris. Et après, je pense que c'est comme n'importe quel métier. On a sa propre adaptation et sa façon de venir aider les gens. Comment tu t'y prends ? En fait, moi j'ai 2 axes qui, pour moi, me semblent importants. L'alimentation, même si effectivement je suis pas dans les dictates, je vais pas être dans le sans gluten, dans le sans lactose. Voilà, je vais quand même plutôt être dans l'équilibre et pas dans la restriction. Tu n'imposes aucune restriction alimentaire ? Non. Déjà, j'aurais pas aimé qu'on me le fasse. Quand je vois des personnes, je me voyais mal, tout leur supprimer. Je trouve que quand même, la restriction, ça marche pas. Il faut trouver ou des alternatives, ou des fois, il n'y a pas de raison valable de supprimer tel ou tel aliment. C'est vraiment du cas par cas après. Il y a des gens aussi qui sont très ouverts et qui vont être curieux et qui vont vouloir tester des choses. Je suis très attachée à l'histoire de la personne aussi. Pour moi, on est tous porteurs d'une histoire, on a tous nos blessures, voilà, on a tous nos bagages. 2 personnes qui vont avoir des soucis digestifs, peut-être qu'à l'un, il suffira juste de déjà parler et décharger certaines choses et reprendre quelques habitudes. Pour l'autre, peut-être vraiment purement sur des plantes ou autres. C'est vrai que parfois, on est tenté de se dire « Ah j'ai mal au ventre, on m'a dit que j'ai entendu que le gluten favorisait l'inflammation, donc je le supprime. » Sauf que supprimer des choses, c'est risquer après de ne plus pouvoir bien les digérer. Oui, alors effectivement, on dit que le gluten est inflammatoire, et c'est vrai, ceci dit. Pour moi, c'est la dose. On dit souvent c'est la dose qui fait le poison, mais c'est vrai. Et puis c'est la qualité aussi, c'est-à-dire qu'une baguette blanche ne sera pas de la même qualité qu'un pain bio au levain, par exemple. Il y a quand même aussi des nuances à faire. Toi, quand tu reçois quelqu'un, tu vas effectivement lui poser un peu des questions sur ses habitudes. Quels sont les outils en général que tu utilises pour aider des gens ? Par exemple, je sais pas, les plantes, quels sont les types de questions que tu poses ? Déjà, oui, effectivement, je leur demande pourquoi vraiment ils sont venus. Et des fois, il y a des choses qui se disent qui sont complètement inattendues. J'ai eu le cas de personnes qui sont venues à la base pour un problème, on va dire, physique, et puis qui, en fait, ont été amenées à me parler de leur vie passée, et on sent qu'il y a eu un poids énorme. Donc, en fait, j'aime bien laisser venir la conversation, de laisser venir les choses, de pas forcer. Inconsciemment, les gens, ils vont parler de choses, pour eux, c'est peut-être un détail, mais finalement, ça a son importance. Ça a son importance pour leur venue. Je posais après, effectivement, des questions quand même sur leur manière de s'alimenter, dans quelle situation ils se trouvent actuellement, leur environnement familial, professionnel. Quelqu'un qui est très médecine tradie, il va peut-être pas avoir le réflexe de venir et tu vas peut-être retrouver finalement toujours des personnes un peu, entre guillemets, perchées, branchées naturaux. Est-ce que t'as pas ce risque-là aussi finalement de tomber sur des gens qui se sentent concernés par les médecines naturelles ? C'est marrant parce que les premières personnes que j'ai pu suivre, ce sont des personnes qui ont entendu, entre guillemets, parler de la naturopathie, mais qui n'ont jamais su ce que c'était. Ouais, c'était vraiment des purs naïfs de la naturopathie. Ouais, oui. Ils m'ont tout de suite dit qu'ils voulaient pas faire un régime, tout ça, mais je dis voilà, moi je suis pas du tout là-dedans, Qui se sont dit bon alors je vais baliser, je vais pas aller voir une nutritionniste ou une diète, sinon elle va m'enlever des trucs. Je vais aller voir la naturopathie du quartier là, apparemment. À un moment donné, ils n'arrivaient plus à s'en défaire de symptômes chroniques. On voit bien après que dans l'alimentation, il y avait quand même des choses récurrentes. Je suis pas dans le anti-malbouffe, mais bon, il y a quand même un équilibre à trouver pour être bien. Il y a des justes milieux à trouver et c'est vrai que sûrement il y a des fois des petites choses simples qu'on peut améliorer au quotidien et qui peuvent déjà améliorer certains symptômes. D'ailleurs, les personnes étaient très étonnées, même déjà, le simple fait de changer un peu l'alimentation. C'était pas une révolution que je faisais, c'était des détails, Et c'est vrai que ça joue vachement sur la force. Un qui m'a vraiment marqué, c'était une femme qui avait des cystites à répétition, alors tous les mois, juste avant ses règles. Et je me dis, mais comment elle a vécu ça, Chaque fois, c'était à coup d'antibiotiques, c'était la médecine traditionnelle. Ça la fatiguait beaucoup, Et puis les antibiotiques, après, forcément, sur la flore intestinale, ça détruit tout. Donc, elle avait un transit hyper perturbé. Et c'est marrant, c'était toujours juste avant ses règles. C'était un problème hyper récurrent, Et donc, en tant que naturopathe, on se dit, cystite, tout le temps, à répétition. Elle avait aussi des pulsions sucrées, des envies
envies de sucrer le soir quand t'as débauché. Donc on se dit candidose, bon attention au sucre, machin, bidule. Et en fait, en écoutant son histoire, il y a eu un passé très lourd pour elle. Et là, je me suis dit bon, il y a quand même quelque chose dont il faut prendre en compte. Et je me voyais mal lui supprimer tout le sucre. Je lui ai donné quelques compléments alimentaires aussi pour la cystite. On a juste réorganisé l'alimentation un peu mieux, mais c'était quelqu'un qui n'était pas dans la malbouffe, mais effectivement qui avait des tendances à manger très sucré le soir, voilà. Et en fait, en réorganisant un peu tout ça, en ayant vraiment parlé, déposé ce qu'elle avait à déposer, je crois qu'elle s'est rendue compte aussi de l'impact que ça avait pu avoir sur sa vie actuelle. Et quand elle est revenue me voir, elle me dit mais voilà, j'ai plus de cystite, j'ai plus de pulsions sucrées le soir. Je dis non, c'est super quoi. Mais je pense qu'elle avait un travail à faire psychiquement sur le poids qu'elle portait en fait depuis des années quoi. Ça peut être une candidose, mais voilà, en fait, j'ai pas enlevé le sucre comme on peut préconiser dans ce cas-là. C'est une inflammation qui est due à une espèce de petite bactérie, je crois. C'est un champignon, en fait, qui colonise, on va dire, notre intestin. C'est rare, mais voilà, on en parle quand même souvent actuellement de la candidose intestinale. Hein. Et ça se matérialise souvent par des cystites, effectivement, des envies de sucre, c'est ce qui est dit. Hein. C'est pour ça que moi, j'aime bien, il y a le papier, il y a la théorie, puis j'aime bien après le terrain. Il y a un grand fossé, quoi. Je vais donner un exemple des choses qu'on entend souvent. Les produits laitiers, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu as une vision très dichotomique de la question ou est-ce que tu les acceptes pour certains, penses que c'est peut-être pas bon pour d'autres ? Qu'est-ce que tu dirais ? On va dire partagé, c'est-à-dire que déjà je vais privilégier la qualité, donc fromage au lait cru du petit producteur, voilà, les yaourts aussi, on va dire peut-être plus de lait de brebis ou de lait de chèvre. Effectivement, les produits laitiers de vache surtout sont très inflammatoires, mais après il y a aussi la quantité. Il y a des gens qui mangent quand même beaucoup de produits laitiers dans la journée, ce dont on n'a pas forcément besoin. On peut se faire plaisir avec, je sais pas, du fromage, ou un yaourt ou un peu de beurre au lait cru, voilà, mais sans forcément en amener à chaque repas. Après, je pense qu'aussi c'est l'accumulation qui fait qu'on a une réponse inflammatoire. Hein. Certains les digèrent finalement bien. Oui, parce que d'ailleurs, j'ai eu le cas d'une personne là, qui est venue me voir pour une bronchite chronique, des rhumes, enfin bon, elle n'arrivait plus à s'en défaire. Et c'est quelqu'un qui mange quand même des produits laitiers, elle mange un yaourt le matin, elle va manger un peu de fromage dans la journée, voilà. Bon, pour la naturopathie, ça fait un peu trop, parce qu'effectivement, quand on a des problèmes au niveau du système respiratoire, souvent on préconise de pas manger trop de produits laitiers. Hein. Moi, je n'ai pas voulu non plus lui enlever ça, parce que je sentais que quand même, elle avait trouvé un équilibre aussi là-dedans, elle en mangeait pas à outrance et puis c'était des produits de très bonne qualité. Voilà, on a juste fait un drainage avec de la gémothérapie par rapport à ses poumons, ses bronches et puis finalement tout va bien maintenant quoi. Sans avoir à arrêter les produits laitiers finalement. Voilà, non, mais par contre, elle prenait des yaourts de grande distribution. On dit tout ici. D'accord. Alors Activia. Donc moi je suis contre Activia, désolée. Parce qu'à mon avis, c'est beaucoup de marketing puisqu'ils ont que des yaourts nature. C'est ça. Mais ça se voit à l'extérieur. C'est ça. Il joue sur le fait qu'il y a effectivement des bonnes bactéries pour nourrir notre flore intestinale, sauf que dans la grande distribution, ce sont des élevages qui ont été nourris aux antibiotiques. C'est ça. J'avais déjà fait une cure une fois de gémothérapie également parce que j'avais justement rencontré une naturopathe qui était dans une herboristerie et elle m'avait conseillé du bourgeon de fleur de figuier. Ouais. Je lui avais expliqué que j'avais des angoisses, pareil des pulsions sucrées le soir, des états émotionnels instables, des déprimes, etc. Et elle m'avait prescrit ça et ça m'avait fait beaucoup de bien. Oui, c'est très bien. Ça agit en fait sur le système nerveux et sur le système digestif. Pour le coup, l'expression « le ventre est notre deuxième cerveau », bon, on le sait tous, c'est vraiment clair et net. Je suis allée voir l'exposition à la Cité des Sciences et de l'Industrie qui est jusqu'en juin sur le microbiote intestinal et c'était super intéressant. L'interrelation entre les bactéries qui sont dans le ventre, le microbiote, et les réponses cérébrales, psychiques et de comment ça peut influencer sur nos angoisses, le stress. Et c'est sur ce sujet-là que tu veux te pencher pour ton mémoire puisque tu m'as un petit peu expliqué quand on en a discuté ensemble dans quelle mesure les croyances et les troubles alimentaires peut-être qui sont d'origine psychologique peuvent créer des symptômes ou prévenir des symptômes ou en tout cas que l'un va créer l'autre et peut-être même des fois on va se dire j'ai entendu que le sans gluten c'était bon et finalement ressentir des effets positifs en l'enlevant alors que c'est purement psychologique et c'est ça que toi tu as envie de faire un petit peu comme travail. Oui. Voilà, par exemple, je sais pas, on a envie d'un gâteau et on se dit, on sait que c'est pas bien de le manger, mais on le mange quand même. Donc, on envoie une mauvaise information. Enfin, ça dépend. Il y a la personne lambda qui va avoir envie
et qui va pas culpabiliser. Ah ben voilà, tout à fait. Et t'as la personne qui va culpabiliser de la prendre ou ne pas la prendre, en tout cas qui va finalement avoir mal, alors qu'en fait c'est juste, on va dire, la pensée automatique liée à la consommation de cet aliment qui a peut-être entraîné le mal-être, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Est-ce que tu l'as observé déjà chez des patients? Plus ou moins, en fait. J'avais vu une jeune femme, beaucoup dans les régimes et qui n'arrivait pas à s'en sortir. Et ne serait-ce que lui dire simplement, mais si, tu as le droit de manger des féculents. Enfin, voilà, c'est parce que pour elle, c'était féculents, ça rimait avec grossir. Elle assimilait en tout cas des émotions négatives ou des Voilà, pensées ouais. négatives à des aliments, alors que les féculents, à chaque repas, c'est carrément la base, quoi. C'est ça. Et rien que de lui dire ça, déjà, ça l'a rassurée. Et elle a pu en réintroduire dans son alimentation sans justement culpabiliser. Après, effectivement, moi, je suis à la recherche de personnes qui ont eu aussi des troubles du comportement alimentaire et comment elles se sentent aussi en ingérant certaines quantités d'aliments, qu'est-ce qu'elles ressentent dans leur digestion. Est-ce que tu penses que avoir un trouble alimentaire dans sa vie, qui est une maladie psychologique, est-ce que tu penses que ça peut avoir une influence sur les symptômes d'ordre digestif, ou est-ce qu'il y a vraiment peut-être une conséquence métabolique qui peut s'expliquer par les changements alimentaires sur des années? Un trouble alimentaire peut changer le corps? Est-ce que notre vécu peut changer notre manière de digérer les choses? Oui, complètement. En fait, les troubles alimentaires, déjà, il y en a qui se font vomir, mine de rien. Hein. C'est un stress pour le système digestif. Donc, c'est vrai qu'après, plus ça va et plus il y a des choses qu'on va même pas pouvoir digérer parce qu'on a tellement soit privé, soit justement engrangé beaucoup en quantité. En fait, c'est ces variations aussi, je pense, qui ont créé un stress pour notre système digestif. Et je pense qu'il y a aussi à réapprendre à manger sans stresser notre système digestif. Rétablir un équilibre de santé d'abord et petit à petit travailler sur soi. A priori, selon toi, il y a une interrelation forte entre émotion et les mots MAUX physiques. Un cercle vertueux ou vicieux entre les deux qui s'entretient selon la manière qu'on a de considérer les choses et les aliments. Ah oui, je pense, ouais. Donc, il y a aussi une émotion négative. Voilà, alors soit ça nous coupe l'appétit, soit on va avoir envie de manger, on va dire compulsivement. C'est quand même vachement relié. Et pareil, j'ai aussi des personnes qui ne savent plus quoi manger, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout devient compliqué. Quelqu'un qui n'a pas de trouble alimentaire, je trouve qu'aujourd'hui, on est face à tellement d'informations contradictoires, de slogans répétés forts sur tel produit, tel aliment, faire attention à ça, mais pas trop de ci, mais quand même on peut, mais attention, se faire plaisir, oui, mais pas trop, oui. C'est ça. Et je pense que les gens ont besoin aussi d'être rassurés parce qu'on a tous finalement besoin de quelqu'un qui nous dit oui, ça c'est bien. Peut-être que les conseils qu'on entend dans les médias, dans l'actualité scientifique, qui est la plupart du temps financée par les lobbies, c'est ça. Vient nous matraquer des choses qui finalement finissent par faire leur chemin dans notre tête et on en vient à se dire qu'il faudrait peut-être changer notre manière de faire alors que pas du tout. Oui, c'est-à-dire qu'après c'est que choisir quoi. Est-ce qu'on s'écoute réellement ou est-ce qu'on croit ce qu'on a vu sur Instagram, ça fonctionnait pour elle. C'est plutôt revenir à soi, effectivement, s'adresser à un professionnel, mais ça peut être un naturopathe comme ça peut être aussi un psychothérapeute. Il n'y a pas qu'une seule manière aussi de se nourrir. Il y a des choses en ce moment que tu entends beaucoup et qui t'apprécies pas trop entendre. Qu'on pourrait tout guérir par l'alimentation, de faire attention, enfin, puis j'aime pas trop ce terme, en tout cas de manger quand même de manière équilibrée, effectivement, moi ça a un sens pour moi aussi. Voilà, mais après ceux qui prônent que le sans gluten, le sans lactose, ça va être, vous allez voir, vous allez régler tous vos problèmes, bon ça m'énerve. Comme tout ce qui est aussi le tout cru ou ça très dangereux pourtant. Tu vois, encore il y a des choses qui sont dites qui sont pas du tout fondées, qui sont débiles, genre enlever de ça, si le lactose, le gluten. Mais je trouve que le crudivorisme, c'est une tendance vraiment dangereuse. Non, mais moi je fais ça, je me bousille. Je trouve ça, parce que clairement, manger cru, même une journée entière, je trouve ça vraiment... je pense que c'est épuisant pour l'organisme, c'est source de digestion horrible et il y a forcément des manques alimentaires, mais énormes. Ah oui. Alors il en faut, je dis pas qu'il en faut pas, parce qu'effectivement il y a des enzymes, il y a beaucoup de micronutriments, etc. Donc d'ailleurs ceux qui peuvent pas digérer vraiment le cru, on conseille des jus de légumes. Attention aussi à pas non plus tous les légumes, mais il en faut. Je dis pas qu'il en faut pas, mais il faut pas en fait tomber dans le dogmatisme, quoi. Là, pour le coup, il y a vraiment des carences. Ah oui. Autant le gluten, si on le remplace par du riz, le crudivorisme, c'est des choses qui font un petit peu peur.
Bah, on peut manger par exemple équilibré en étant vegan. Bah, l'épisode sur le véganisme que Oui. on a fait avec Fanny, preuve en est, elle mange plutôt équilibré, elle a globalement de tout, pourtant elle a des carences en oméga 3. Donc c'est vrai que chaque suppression, ou même si c'est pour des considérations éthiques et environnementales, et même si c'est bien fait, parfois il suffit de peu pour manquer de nutriments. Oui. Alors après, voilà, moi je suis pas contre tout ça, hein. Je respecte complètement les idées de chacun. Voilà. Après, c'est comment on se sent nous, hein, avec notre manière de s'alimenter, quoi. C'est vraiment très important. Et puis de faire effectivement la différence des bons produits et des mauvais produits. Tout le gluten n'est pas à bannir. Moi, j'ai un boulanger bio à côté de chez moi qui fait des choses super. Je pense que c'est la qualité et la quantité. Il n'y a pas à rejeter un aliment. Tu es ouverte à tout type de régime, entre guillemets, de manière de manger. Oui, parce que bon, chacun amène aussi, par rapport à l'histoire du gluten, j'y reviens, mais il y a du vrai aussi là-dedans. Voilà, c'est juste qu'il faut pas tomber dans les extrêmes, hein. Effectivement, manger du pain blanc tous les jours, c'est vrai que bon, ben moi-même je le conseille pas, et je me le conseille pas à moi-même. Enfin, je veux dire, voilà, donc. Pour simplifier la chose, si on peut expliquer brièvement éventuellement les potentiels soucis, je mets bien des grandes guillemets, c'est qu'effectivement ça peut avoir la tendance à irriter les viscosités de l'intestin et de fait entraîner des mauvaises assimilations, voire des soucis digestifs de type inflammatoire. Ouais, on va dire globalement c'est ça. Et puis bon, après, comme ça entraîne un état inflammatoire, on peut avoir aussi des maladies inflammatoires, je sais pas, telles que la spondylarthrite par exemple, qui peuvent découler d'une inflammation. Un système digestif qui déconne, c'est en fait finalement le début, et puis ça va se matérialiser par peut-être des douleurs aux os, aux articulations. Voilà. Donc c'est pour ça que tout de suite, quand il y a spondylarthrite, articulation, on dit tout de suite attention, pas de gluten. Mais ok, oui, peut-être réduire, mais échanger la qualité. J'avais lu un article qui expliquait que le pourcentage de gens intolérants au gluten avait explosé en tant d'années. Et en fait, scientifiques disaient à très juste titre que ça ne voulait absolument pas dire qu'on était plus concerné par des intolérances ou des allergies, simplement que les gens finissent par croire qu'ils sont intolérants et se manifestent ou s'auto-déclarent eux-mêmes intolérants. Ça fausse aussi les chiffres. Et je pense que c'est clairement pas bête du tout comme vision des choses. Oui, c'est vrai. Ouais. On peut être capable de s'auto-persuader d'une maladie et avoir mal au ventre, alors qu'en fait, c'est pas le souci du tout, mais c'est là qu'on se dit l'effet placebo dans les deux sens, il est réel. Et oui, c'est pour ça qu'il faut travailler sur les deux axes. Et moi, j'aime bien travailler sur ces deux axes-là, quoi, alimentaire et psycho-émotionnel, quoi. En naturopathie, je pense qu'on utilise pas mal les questions d'émotion. Ah oui. D'ailleurs, même un des piliers. Hein. Voilà, moi, j'encourage toujours aussi à engager un travail sur soi par un psychologue. C'est vrai que c'est quand même toujours intéressant. On n'en arrive pas là où on en est. Sans cause. Oui, voilà. C'est toujours bien de rechercher la cause qui a fait naître tous ces symptômes, quoi, hein, parce que quelque part, quand même, c'est pas venu de rien. Pour ceux qui ont peut-être pas forcément de soucis, mais qui ont envie d'avoir quelques règles de base un peu naturopathiques, on va dire, que tu recommanderais à n'importe qui, quels seraient des conseils ou des habitudes ou des cures à faire, produits à utiliser régulièrement? Qu'est-ce que tu recommanderais? Je suis en pleine forme, mais voilà, j'aimerais faire attention à avoir une santé optimale le plus longtemps possible. Qu'est-ce que tu dirais? Alors moi déjà, je suis pas quelqu'un qui va conseiller comme ça une cure à quelqu'un que je connais pas. Ça peut être dangereux. Il faut vraiment connaître la personne pour lui prescrire entre guillemets des plantes ou des choses qui seront adaptées à sa situation. Hein. Chacun est différent. Sinon, en conseil, on va dire, qui peut s'appliquer à tous, on va dire c'est vraiment cuisiner soi-même. Ça va être les choses lambda qu'on retrouve un peu, je pense, partout, mais qui sont quand même essentielles. C'est retrouver aussi le goût de cuisiner soi-même avec des bons produits. Moi, c'est vrai qu'ici, là où j'habite, à Angoulême, j'ai la chance d'avoir plein de petits producteurs cuisinés de saison, d'éviter les tomates en hiver. Essayer quand même de faire la part belle aux produits de saison. De cuisiner soi-même, même au niveau des gâteaux, Moi, je sais qu'il y a sucre et sucre, hein, c'est comme gluten et gluten. Hein, il y a des sucres qui sont quand même plus sympas, on va dire, à utiliser que d'autres. C'est vraiment se remettre à la cuisine, en fait, si on a le temps. Je trouve que c'est chouette. C'est déjà une manière de prendre soin de soi, de cuisiner. Et après, au niveau des plantes ou des tisanes ou des choses que tu trouves plutôt bien à intégrer régulièrement dans son alimentation, J'aime bien tout ce qui est plantes digestives ou calmantes. C'est vrai qu'en après-midi, j'aime me faire des tisanes avec de la verveine, de la sauge, même de la camomille, pour son côté apaisant. Tes habitudes de naturopathe type pour toi?
Pour moi, alors déjà je fais, on va dire, des repas le midi, c'est un repas complet, féculents, légumes, cuits, un peu de cru et une protéine, des œufs ou un peu de fromage, voilà, des choses comme ça. Le café le matin, un seul, j'essaye. Ça c'est mon problème, on va dire. Voilà, j'étais il y a quelques années, je buvais énormément de café. J'ai réduit fortement quand même depuis quelques temps, mais là j'aimerais me limiter à un café parce que quand même, j'aime beaucoup le goût, mais je sais que c'est très acidifiant en fait et ça déshydrate. Quelqu'un qui mange déjà très acide, avec notamment peut-être beaucoup de viande, etc., ça va être aggravant. Tu manges des choses... Des choses, oui, qui vont être acidifiantes, ouais. On peut tolérer, on va dire, un café, effectivement. Ça va justifier le fait que je suis en train d'en boire un, là. C'est ça. Mais pareil, je me limite à 1 ou 2 par jour. Et la sauge pour la digestion, c'est vrai, j'avais lu qu'effectivement, c'était très bon pour digérer. Si on fait cuire des topinambours, pour mieux les digérer, de mettre des feuilles de sauge dedans. L'idée était bonne, mais moi, les topinambours, avec ou sans sauge, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. Oui, non, moi non plus, ouais. Tout ce qui est crucifère, en tout cas ceux qui sont fragiles du système digestif, tout ce qui est crucifère, c'est les choux, les brocolis. Il faut quand même complètement, hein, parce qu'il y en a qui arriveront à manger une petite gousse d'ail émincée, c'est pas manger une assiette de topinambour. C'est pas possible. C'est dommage parce que ça pousse très bien en plus. Au niveau des huiles essentielles aussi, il y a pas mal de petites choses à intégrer, notamment. Alors oui, alors c'est pareil, les huiles essentielles, faut faire attention à qui utilise aussi. Hein. C'est pour ça que je fais jamais de prescription pour tout le monde. Finalement, il y a quand même pas mal de contre-indications pour les huiles essentielles, donc il faut toujours faire attention, notamment même pour les femmes enceintes, pour les enfants. On ne peut pas tout utiliser. Après, celles qui sont, on va dire, pour l'hiver, qui peuvent être utilisées plutôt pour la famille, il va y avoir l'huile essentielle de Ramistara, qui est un très bon antiviral, qui est très bien aussi pour les coups de déprime, les coups de fatigue. Ça peut être en diffusion et puis l'eucalyptus radié, qu'on peut utiliser aussi pour les petits. Moi, je l'utilise pour mon petit qui a 2 ans et demi, hein. Pour les rhumes, voilà, tout ce qui est respiratoire, parce que forcément, comme il est à la crèche tous les jours. Je pense que la naturopathie, ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas une manière de voir les choses, mais une multitude de conseils qui vont venir s'adapter finalement à chaque personne. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est vrai que souvent, voilà, j'ai des amis qui me disaient, tu me conseillerais quoi pour ça? Je dis, viens me voir plutôt. On en parle vraiment. En fait, ça peut être vraiment des fois contre-indiqué, hein, de conseiller quelque chose alors qu'on connaît pas du tout la personne devant nous. On sait pas comment elle mange. Ça se trouve, on va lui dire de prendre ça, mais si elle mange à côté des choses qui vont empirer, enfin, il y a vraiment quand même toute une hygiène de vie. Des mélanges à ne pas faire, et si on connaît pas bien la personne et comment elle fonctionne et quel est son passé alimentaire aussi, je pense que c'est ça. Toi, aujourd'hui, tu es en train déjà de recevoir des personnes. Ouais. Et ça se passe bien, ça te plaît? Oui, très bien. J'étais même pressée de recevoir des personnes. C'est pas que j'en avais marre d'être dans les cahiers, mais je me disais, bon, ok, il y a plein de théories et tout ça, mais j'aimerais bien voir ce qui se passe réellement. C'est grâce, on va dire, aux premières personnes que j'ai pu avoir que je me suis rendu compte que entre la théorie et la pratique, voilà, ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment un grand fossé. Il faut pas oublier qu'en face de nous, on a un être humain avec ses émotions, son parcours de vie, et que on peut absolument pas appliquer ce qui est dit, on va dire, dans des cours, quoi. C'est vraiment une adaptation, et puis moi, ça me fait évoluer aussi dans mes manières de penser, voilà. Ça me conforte aussi dans mon idée d'être dans l'équilibre. Ça t'aide peut-être à retrouver ton équilibre que tu es encore en train de peaufiner. Voilà, c'est ça aussi. Ouais, c'est vrai que c'est marrant parce que ça m'apprend aussi à être plus bienveillante aussi envers moi-même. Je te remercie beaucoup pour ce partage. Merci à toi. Ça m'a fait très plaisir de t'écouter parler de ta passion, de ta vocation. Manière tu avais d'aborder la chose. Pour ceux qui sont intéressés de te contacter pour être peut-être suivis par toi, je mettrai ton adresse mail en description du podcast. Donc tu t'appelles Sonia Fortier et tu es à Angoulême. Tu as aussi des consultations à distance. Et si quelqu'un a des témoignages à t'apporter par rapport aux troubles alimentaires et à des soucis digestifs, oui, je suis preneuse, ouais. Je te remercie énormément. Je te souhaite une très belle journée. Je souhaite une très belle journée à ceux qui nous ont écoutés. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, vous savez qui contacter. et surtout, n'oubliez pas, soyez sages un peu et parlez fort beaucoup.